Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Au Canada, comme dans plusieurs pays, un peu partout dans le Commonwealth, en Europe, le jour du souvenir, célébré le 11 novembre, donc aujourd'hui, sert à honorer la mémoire de ceux qui sont tombés au combat, qui ont donné leur vie pour leur patrie. Ça marque l'anniversaire, je ne sais pas si vous en souvenez, ça fait 106 ans, vous allez me dire. 1918, c'est l'armistice, c'est donc en lien avec la Première Guerre mondiale. Au printemps 21, on dénombrait 97 625 membres actifs dans les Forces armées canadiennes, 461 000 anciens combattants. 40% étaient âgés de plus de 65 ans. Il y en a quand même le tiers qui ont entre 25 et 54 ans. À cela, on n'est pas obligé de rappeler l'importance de l'armistice, l'importance du 11 novembre. Mais j'ai envie de vous poser la question à vous qui nous écoutez, 187 Cube Radio pour me le dire par texto. Si vous avez envie de nous appeler, de rendre hommage aux vétérans, si vous êtes une famille de vétérans, si vous l'êtes vous-même ou si vous êtes dans les Forces armées, ne vous gênez pas pour nous dire ce que ça représente pour vous cette journée-là. 1-877-827-2346. Je vous rappelle, le 11 novembre 1918, c'était au petit matin qu'on a signé ce fameux traité entre l'Allemagne et les Alliés, un groupe de pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. Ça met fin à la Première Guerre mondiale. Et depuis ce jour-là, à 11 heures, ce qu'on dit, vous connaissez la fameuse formule consacrée, à la 11e heure du 11e jour de ce mois de novembre, du 11e mois, les cloches résonnent un peu partout. Chez nous aussi, parce que aujourd'hui encore, il y a une symbolique qui est rattachée et à 11 heures pile aujourd'hui, il y aura minute de silence pour rendre hommage. Aujourd'hui, je voulais donner la parole à des vétérans. J'en ai deux avec moi en studio. Ravie de vous recevoir tous les deux. Hélène Leceller, qui est vétérane des Forces armées canadiennes. Elle a été capitaine. Elle a servi pendant 26 ans, dont en Afghanistan. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci, Hélène. Yves Herring est vétéran, lui aussi, des Forces armées. Il a été pendant plus de 20 ans dans l'armée, caporal. Il a changé de métier. Bon, vous nous aviez appelé, d'ailleurs, Yves, pour nous dire « moi, la musique de Noël, avant le 11 novembre, ça m'insulte. » Merci d'être là. C'est vrai que vous dites, on prend pas assez de temps pour rendre hommage aux gens. Exactement. Je pense qu'on fait... Noël, les gens le fêtent trop tôt et oublient beaucoup cette journée-là. Puis, dû au magasinage de Noël et ainsi de suite, là, les gens mettent la journée du souvenir souvent de côté. Là, de ce que je peux voir là, dans mon entourage ou alentour de moi. Là, On passe de l'Halloween soudainement à Noël, puis on oublie le 11 novembre. Exactement. C'est une journée pour se remémorer, puis c'est une journée que les gens portent très peu attention en général. Là. Tous les deux, vous avez au moins 3 missions, c'est ça? Oui, à votre actif. Vous êtes allé en Bosnie. 2 fois, puis en Afghanistan. En Afghanistan, Hélène. C'est la même chose. Bon. C'est quoi pour vous le 11 novembre, Hélène? Le 11 novembre, c'est certainement une journée pour se rappeler, en fait, de ceux qui ont perdu la vie, en fait, dans les différentes missions, dans les différents conflits. Mais c'est aussi pour, je dirais, commémorer le service de ceux qui, justement, sont encore en service, puis de faire en sorte que les familles aussi puissent être reconnues dans tout ça. Vous avez beaucoup de médailles sur votre veste. Vous avez le coquelicot aussi, mais beaucoup de médailles. Vous avez donné votre vie aux Forces armées canadiennes. Pourquoi on fait ça? Je pense qu'au départ, c'était vraiment un désir de rencontrer des nouveaux défis. Quand j'étais jeune, c'était vraiment la posture que j'avais. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le désir de participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi qui m'a porté faire ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? En fait, c'est une expérience extraordinaire. J'ai eu des opportunités incroyables au travers de ce service-là. C'est certain que oui, je m'en sors avec une blessure psychologique, des blessures physiques, mais il n'en reste pas moins que ces opportunités-là, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis où ce que je suis rendue. Mais en fait, ça rend aussi mon expérience de vie très unique parce que c'est des choses qu'on a fait, qu'on a vécues, qui ne se feraient pas normalement dans la vie civile. Ouais. L'expérience qui vous a le plus marqué, vous diriez? C'est certainement l'Afghanistan. Ouais. C'est terrible. Hein? C'était une mission enrichissante, mais à la fois aussi très souffrante. Souffrante, effectivement, parce que vous avez vu des horreurs. Oui. Qui se perpétuent aujourd'hui, d'ailleurs. Effectivement. Ça doit être frustrant pour vous de regarder ça.
C'est certain, quand les talibans ont repris le pouvoir, je dirais que j'étais très fâchée au départ. Mais quand j'ai entendu, surtout le père de un des soldats qui était sous mon commandement, qui est décédé en Afghanistan, puis qui a dit « Mon fils n'a pas fait ça pour rien. Il faisait ce qu'il aimait. » Donc, c'est important de s'en rappeler. Puis je pense qu'aujourd'hui aussi, quand on regarde les jeunes filles qui ont pu aller à l'école le temps qu'on a pu sécuriser le terrain lorsqu'on était en mission là-bas, bien, ces jeunes filles-là, on les a vues, certaines émigrer ici au Canada pour entrer à l'université. Alors, ça a été quand même une période... On en a sauvé quelques-unes. On en a sauvé, c'est ça. C'est ça que vous retenez? Exactement. Ouais. Yves Ehring, vous, votre grand-père a été a fait la Deuxième Guerre mondiale. L'armée, c'est une affaire de famille chez vous. Ben, en fait, oui, un petit peu. Ça, mon grand-père, lui, était appelé. Il n'a pas été volontaire. Il a été appelé pour servir. C'était la conscription. Ils sont venus le chercher parce que, c'est ça, il était marié avec un enfant. Fait que ça n'a pas été long qu'ils l'ont appelé. Fait qu'il est allé, mais il a été blessé assez rapidement. Fait qu'il est revenu au Canada. Mon père a fait 3 ans là, d'armée. Puis moi, c'est ça, depuis que j'étais jeune, j'entendais mon père, j'aurais donc dû rester. Fait que j'ai dit, go, là, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais faire. Puis c'était mon objectif, là, premier. Comme pour là, Hélène, c'était un défi, vous disiez. Exactement. Moi, je voulais finir ce que mon père avait commencé, ce que mon grand-père avait commencé. Pour moi, c'était un challenge, c'était un défi familial. Surtout que mon père me disait souvent, tu seras pas capable. Puis moi, c'était le contraire, ça me craquait encore plus pour le faire. Puis je me suis dit, je vais réussir, puis je vais le faire. Puis je me souviens, là, on se garochait là, pour partir en mission. Là, on voulait tout le temps partir, on demandait des volontaires. Il y avait tout le temps trop de volontaires parce que les gens, c'est ça qu'on veut faire. C'est l'accomplissement d'un militaire, c'est d'aller en mission, c'est d'aider sa patrie. C'est les services aussi, là, comme au verglas, j'ai servi au verglas, les inondations, toutes ces choses-là. C'est toutes des choses qu'on veut faire. Ça fait partie de l'ADN d'un militaire. Ouais. Est-ce que c'est assez compris au Québec? On dirait que comparativement au Canada anglais, quelqu'un qui est dans l'armée ici, il va être vite jugé. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Hélène? Oui. C'est comme si, parce qu'on se dit pacifique, on comprend pas trop le travail. Pourtant pacifique que fait surtout les forces armées canadiennes. Là, on peut pas dire qu'on est une armée, une méchante armée. On a tellement peu équipé qu'on ne peut pas peur à personne. Il faut quand même le dire. Mais on est quand même la contrée des casques bleus. Je veux dire, on a Roméo Dallaire là, assez dit là, à quel point on faisait œuvre utile sur le terrain, là où d'autres armées n'avaient pas la même expertise. Nous, on a quand même des forces. Comment ça se fait qu'au Québec, on est réfractaire à ça? Je ne sais pas vraiment la raison pour laquelle on est réfractaire. Je dirais qu'il y a quand même eu du changement parce que lorsque j'ai joint, moi, en 1990... c'était pas ça, là. Ouais. Non. Surtout pour les femmes. Comme exactement. Ouais. Puis moi, je me promenais en uniforme pour prendre l'autobus, puis je me suis fait cracher dessus. Alors, à cette époque-là, c'était vraiment pas vraiment bien reconnu. Mais après ça, est arrivé des moments où on a vécu justement le verglas, que ce soit ce qui s'est passé au Saguenay aussi. Lorsque les gens voient que justement les militaires sont pas là juste dans l'optique de faire la guerre, parce que souvent, il y a cette mauvaise conception-là qu'on est là pour aller à la guerre puis tuer des gens, mais ultimement, c'est pas ça. C'est qu'on sert, on veut servir notre pays, on veut servir notre la mission. Donc, je pense que là, maintenant, ça s'est amélioré. Mais quand on n'est pas dans une posture où on est en train de rendre service à quelqu'un ou à une situation, je pense que c'est là qu'on perd justement ce... Mais cette notion de tout le monde pourrait se rallier à la défense de la liberté, à la rigueur. Parce que c'est ça. Oui. C'est la défense de la liberté. Effectivement. Puis des droits humains. Moi, j'ai reçu beaucoup d'insultes là, quand j'étais dans l'armée. On se prenait en uniforme, puis vous dépensez l'argent des contribuables. Je n'ai tellement entendu que c'est en est choquant aujourd'hui. C'est surtout après avoir été en Afghanistan, avoir perdu du monde qu'on connaît. Ouais. Les gens qui se sont blessés, qui ont donné corps et âme à ce système-là, d'entendre des commentaires comme ça, c'est vraiment, vraiment blessant puis désobligeant. Là. Vous, Yves, vous avez été libéré, entre guillemets. Oui, exactement. De l'armée. On m'a montré la porte là, lorsque j'ai tombé malade physiquement et mentalement. Ça, c'était après l'Afghanistan? Après l'Afghanistan. Ouais. Racontez-moi un peu. Ben, en fait, c'est ça. Là, moi, quand j'ai changé de métier, j'étais sur l'adrénaline dans la nouvelle unité, transféré dans l'aviation. Fait qu'il fallait que j'aille à l'École nationale aérotechnique. Fait que j'avais l'adrénaline de vouloir réussir. Quand j'ai été affecté à ma base, après ça, j'ai monté les échelons. Puis à un moment donné, quand j'ai été comme une place plus stable, c'est là que j'ai craché puis que j'ai demandé de l'aide parce qu'un collègue à moi, un de mes amis, un très bon ami, il s'est enlevé la vie en venant d'Afghanistan.
Puis je me suis dit, faut pas que je fasse comme lui. Ouais. C'est là que je suis allé consulter. Ça joue dans la tête, ça. Oui, exactement. Puis à la base de Bagotville, où ce que j'étais, n'était pas capable de faire quelque chose pour moi. Fait qu'on m'a envoyé à Valcartier. Je devais voyager Saguenay, Québec à toutes les semaines. Jusqu'à ce pour que avoir Québec... des services Exactement, d'aide. exactement. Puis j'allais à la base de Valcartier jusqu'à ce qu'on me dise, il faut aller à l'hôpital de Sainte-Anne, l'hôpital des anciens combattants, qu'on m'envoyait de Bagotville à Sainte-Anne, là, parce que Québec était débordé, puis il n'y avait pas les ressources nécessaires quand que moi, j'étais à Bagotville. Et votre diagnostic, c'est quoi? C'est choc Un PTSD. Ouais, choc post-traumatique. Exactement. Ouais. Plus un problème lombaire. J'ai beaucoup de difficultés avec mon dos aussi, que je n'étais plus capable d'effectuer mon travail. Ouais. Fait que les deux ensemble ont fait que on m'a libéré là, pour des raisons médicales. Ouais. Puis quand on sort, c'est drôle parce que la première, on parlait des prisonniers du milieu carcéral. Puis j'ai souvent fait le lien parce que je trouve que quand les soldats sortent, même quand ils sont au gradé, vous avez peut-être plus d'outils, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été simples soldats ou qui ont été caporales. Et quand ils sortent, là, ils ouvrent la porte, puis c'est comme un gars qui sort de prison. Là, ça fait 20 ans qu'il est en dedans, puis il sort, puis il s'est plus tout à fait comme... Il est un peu déconnecté de la société civile. Puis c'est le cas de le dire. Vous aussi, vous êtes comme militaire, vous êtes un peu déconnecté de la société civile en Effectivement. partie. Avez-vous ce sentiment-là qu'on vous a... Bien sûr. Comme... Ben oui, parce que quand on sort de l'armée, dans l'armée, on a notre médecin, on a notre dentiste. Quand on sort on est libéré, il faut tout trouver le système de santé civile, le dentiste, il faut tout s'intégrer à la vie civile. On reçoit nos emails là, dans l'armée, disait hey, telle date, il faut que tu prennes ton rendez-vous dental ou telle date. On a le tout cadre est contrôlé. Est fort. Exactement. Ouais. Là, on est libéré, on est laissé à nous. Une chance qu'on a des conjoints, des enfants, qu'on connaît le système civil. Mais, exemple, d'après moi, un célibataire qui est dans l'armée, quand il est libéré, il doit être perdu solide, là, parce que nous, avec les enfants, on sait un peu comment ça fonctionne, le système civil. Mais c'est dur, là, s'intégrer, tout trouver les ressources, puis ainsi de suite. Vous, Hélène, quand vous êtes sortie, ça moi, a été un choc? j'ai en fait un choc à 43 ans, parce que je suis rentrée à l'âge de 17 ans dans les forces. Alors, à 43 ans, sortir, je me sentais quasiment comme un enfant, justement, parce que j'avais perdu mes points de repère. Je savais pas trop comment me diriger là-dedans, parce qu'on nous prépare pas tant que ça à cette transition-là. Puis d'un autre côté, je me sentais encore comme dans le militaire, là, on reçoit nos missions, on reçoit nos ordres, puis on accomplit la mission, puis après ça, on attend la prochaine. Puis on est toujours dans ce mouvement-là. Puis là, dans le civil, ben là, on est comme, OK, y a quelqu'un qui va venir me dire qu'est-ce que je dois faire, quand je dois le faire, c'est quoi les attentes. Alors moi, pour moi, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est comme si j'étais dans cette posture-là. Y a quelqu'un qui va venir me dire je suis rendu où, puis qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi vous avez quitté après toutes ces années? Ah, c'est pas parce que je voulais. Moi, même chose que Yves ici. J'ai été diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique. Puis à l'époque, c'était automatiquement la libération parce qu'on était en bris d'universalité de service. Donc, on ne pouvait plus manipuler des armes. Si on ne peut pas manipuler d'armes, donc on n'est pas déployable. Puis c'est l'obligation, en fait, maintenant d'être dans les forces, d'être déployable. Alors, j'ai vécu un choc énorme parce que moi, j'étais pas prête. Je voulais pas. Puis je sentais que c'est pas parce que ma blessure psychologique était présente que j'étais rendue plus capable de servir. Je veux dire, quand on est stable, je veux dire, aujourd'hui, je vais bien, puis j'ai été pris en charge de la bonne façon. Mais c'est ça a été très, très difficile parce que j'ai l'impression, un peu comme il dit, que je suis sortie par la porte d'en arrière de façon comme pas honorable. Ouais. On vous a traité comme une malpropre, finalement. Oui. Après autant d'années de service, là. Oui, comme un sac à ordures. Est-ce que vous... Ah ouais, à ce point-là. C'est terrible, ça. Ça l'est terrible parce que quand on pense tout l'argent qui a été investi dans mes formations, tout le temps, toute l'expertise qu'on a développée comme militaire, que du jour au lendemain, on dit, ben non, finalement, on n'a plus besoin de vous. Pour moi, ça faisait pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que vous faisiez? Votre travail, c'était quoi? Quand je suis sortie des forces, j'étais en train de faire ma maîtrise pour devenir travailleuse sociale, mais j'étais gestionnaire des services de santé, en fait. Puis moi, je voulais transférer dans le milieu plus clinique parce que mon expérience à moi au travers des services de santé, ils n'étaient pas prêts à nous recevoir, effectivement. Il y a un manque de compréhension, un manque même de croire nos histoires. Ça, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est comme si on doutait de nos expériences. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est parce que tu n'as même pas été sur le terrain, puis moi, tu es en train de me faire sentir comme si ce que je te raconte, c'est pas vrai. Fait que je me disais, non, je vais transférer du côté clinique parce que moi, je vais apporter cette expertise-là pour pas que ça arrive aux autres. Mais finalement, c'est pas ce qui est arrivé. Là. Je me suis fait sortir.
Est-ce que je connais pas un soldat ou quelqu'un qui a été dans les forces armées qui n'est pas PTSD, qui n'est pas en choc post-traumatique ou qui l'a pas C'est été. sûr que la mission comme Qui a l'Afghanistan... été déployée, là. Oui, c'est ça. Ouais. La mission comme l'Afghanistan, c'est certain que ça laisse des traces. La guerre, ça laisse des traces de toutes sortes de façons. Mais il y a aussi toute la façon que le système fonctionnait. Quand on parle d'abus, on parle d'harcèlement, des choses comme ça. Ouais. Il y en a eu énormément dans les années, je veux dire, précédentes à quand ça l'a sorti au public, là, je dirais toute la question des inconduites sexuelles, mais au-delà de ça, il y a quand même eu des façons de faire qui ont été endossées, je dirais, pendant plusieurs années qui n'auraient pas dû être. Donc, le PTSD, il y a plusieurs personnes que c'est pas seulement la guerre qui a amené le PTSD. Là, c'est des situations comme ça. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est mieux aujourd'hui? Je pense que oui. Je suis plus là pour en témoigner, mais il y a maintenant des mécanismes qui peuvent, je pense, permettre là, justement là, de dénoncer ces choses-là qui sont en place maintenant, qui n'étaient pas très présents à l'époque. On l'a nié pendant longtemps. Oui, exactement. Ouais. Yves? J'abonde dans le même sens, là. C'est quand on est libéré médical, on a notre certificat de libération honorable avec raison médicale. Ils ne disent pas honorablement, c'est vraiment avec des conditions médicales. C'est ça, c'est... Comment je peux dire ça? Là? Je cherche mes mots, excusez. Non, ben je comprends. Mais en fait, c'est ça. Quand on est libéré, moi, quand j'ai été libéré, on n'avait même pas d'air. On ne parlait même pas c'était quoi une libération. On était libéré. Aujourd'hui, j'ose croire que c'est mieux. Ouais. Parce que j'ai des amis qui ont été libérés après moi. Puis eux, il y avait un guide. OK, appelle les anciens combattants. Appelle à telle place. Il y a des organismes comme le Sentier là, à Mirabel là, pour aider les gens, l'équithérapie puis tout ça. Moi, quand j'ai été libéré, c'était comme, signe en bas, merci, bonsoir. Oui, merci pour ton service, là, exact. Moi aussi, ça a été ça, mais ça, par exemple, je sais que ça a évolué, ça a changé avec les nouvelles unités de transition. Une chance que ça l'a évolué, exact. je dirais. Vous, par exemple, Yves, vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez perdu un ami. Oui, effectivement. Il y en a... Moi j'ai aussi perdu un ami proche qui s'est enlevé la vie parce qu'il y a un moment, ça devient un enjeu de santé mentale tellement qui prend toute la place. C'est difficile de ne pas y penser à un moment donné quand on revient de ce que vous avez vécu. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que si on parlait en dehors des zones là, avec Hélène, tu sais, à Valcartier, là, personne ne veut aller au deuxième étage. Ils mettent ça au deuxième étage, puis personne ne veut y aller. C'est tellement mal vu, il y a tellement de préjugés que maintenant, on n'a pas le choix parce que... Tu ne veux pas monter l'escalier. Exactement, on ne veut pas monter l'escalier. Ouais. On se cache. Moi, je me souviens, là, je regardais qu'il n'y a personne dans le corridor, je cours dans l'escalier, puis je tourne à gauche, puis je m'en vais là. Je voulais pas que personne me voie là, je voulais pas croiser personne. J'avais honte de ça, mais j'avais plus le choix. J'étais rendu que j'avais plus le choix. C'était ça où je finissais comme mon ami, puis je voulais tellement pas. Ça m'a tellement fait mal quand j'ai su ça. J'ai été dérangé longtemps. Longtemps. Je suis allé consulter à cause de ça. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'y pense. Je me dis, pourquoi que lui n'a pas été? Tu sais, c'est difficile pour ça aussi. Y avez-vous pensé, vous? Oui, j'y ai pensé. Ouais. Oui, j'y ai pensé. Puis, mais je pense que tout le monde a une petite passe là que... beaucoup de monde ont une petite cette passe-là. Justement, quand on est libéré, on est jeté comme un déchet. Là, puis on sort par la porte d'en arrière. Puis je pense que tout le monde... On est tellement habitué à l'adrénaline et tout ça. Puis tomber dans un cadre de vie civil, c'est dur de retrouver le côté adrénaline que l'armée nous apportait. Fait que c'est sûr que c'est un crash, là. Puis je sais que là, il y a une nouvelle chef d'état-major de la Défense, Génie Carignan. Mm-hmm. On essaie d'avoir une entrevue avec elle. On aimerait vraiment lui parler parce qu'on la connaît peu. C'est quand même la première fois dans l'histoire des Forces armées canadiennes qu'il y a une femme qui est chef d'état-major. Donc, c'est elle qui gère tout ça. Et il y a beaucoup de défis là, dans les Forces armées canadiennes en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Mais il y a des gens qu'on a fait quitter, comme vous. Là. Une fois que tu avais un choc post-traumatique, on disait merci bye, comme vous l'avez dit. Mais il y en a aussi beaucoup qui décident de partir d'eux-mêmes. Oui. Et ça, c'est un enjeu. Il y a un rapport récemment qui disait qu'il y a à peu près seulement à peine 60% des effectifs des Forces armées canadiennes qui seront en mesure de répondre à un appel urgent des alliés de l'OTAN en cas de crise, que la moitié de l'équipement militaire du pays est à peu près indisponible ou inutilisable. Vous avez vécu ça, vous, Yves? Oui, effectivement. Moi, quand j'ai commencé, j'étais technicien d'approvisionnement. C'est pas drôle, le matériel. Ça, non, le matériel, j'en ai vu. C'est désuet. Quand j'étais dans l'aviation à Bagotville, les F-18, c'est désuet.
quand on sort des livres de maintenance tellement qu'il y a eu des réparations, puis réparation par-dessus réparation. Les véhicules militaires, c'est pareil. L'équipement est désuet. Là. Elle était désuet quand j'étais en service. Ça fait 13 ans que je suis pas en service. Fait que j'imagine aujourd'hui comment c'est. Ça doit être épouvantable. On vole encore le F-18. Les véhicules militaires qui étaient déjà beaucoup maganés là, lorsque j'étais en service. Fait que j'imagine même pas aujourd'hui comment ça peut être. Là. Ben merci à tous les deux d'être venus témoigner. Puis on espère que le jour du souvenir donnera l'occasion de se rappeler de gens comme vous qui ont donné beaucoup d'années de leur vie pour la liberté. C'est quand même c'est ça qu'il faut se souvenir aussi. Hein. C'est la liberté qu'on défend quand on s'engage comme ça. Exactement. La notion de patriotisme est peut-être moins vibrante ici. Je pense qu'il faut le dire aussi. La liberté, ça reste une grande valeur universelle qui devrait tous nous rejoindre. Merci beaucoup, Yves Herring, vétéran des Forces armées canadiennes. Hélène Leseller, merci beaucoup, Hélène, également, pour avoir donné votre temps et une partie de votre vie. On va s'arrêter ici. Très courte pause et on revient tout de suite après.